Alors bonsoir à tous. On est ce soir tous réunis pour un nouveau live de la vidéothèque d'Alexandrie, qui est cette fois-ci basé sur le thème du glissement sémantique et du jeu lexical. Donc en fait c'est un petit peu compliqué à vous expliquer là maintenant, mais justement on va essayer d'abord de commencer par ça certainement. Les invités sont ce soir Monté Romain de la chaîne Linguisticae et Gull de la chaîne Horizon Gull. Donc bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ouais. Alors, un glissement sémantique. D'abord, peut-être que avant de parler un petit peu de l'aspect historique, de comment ça peut être utilisé, manipulé, etc., euh, on va peut-être essayer de définir un petit peu le truc. Romain, parce que c'est toi le spécialiste vraiment de la question. Alors, un glissement sémantique, comme son nom l'indique, si vous connaissez ces termes, ça désigne en fait le fait de changer de sens, de glisser en sens, puisque la sémantique, c'est la discipline de la linguistique qui s'intéresse au sens. Et donc, ça va être le fait d'avoir ça peut être aussi bien de l'extension de sens, donc un mot qui va acquérir de nouveaux sens, ou alors une redéfinition complète à travers les époques du sens d'un mot. Comme on a quelques exemples, on en reparlera peut-être plus tard, mais par exemple le Ouais, sens ouais. travail aujourd'hui, qui à la base désignait un instrument, par exemple, et qui avec le temps a glissé sémantiquement. Donc voilà, le glissement sémantique, c'est de manière générale une évolution en sens. Et du coup, le jeu lexical, peut-être Gull, tu peux m'expliquer pourquoi on a rajouté ce thème-là en fait, parce que glissement sémantique c'était peut-être un petit peu trop ciblé. Du coup, on a rajouté Oui, jeu c'est ça. lexical. Est-ce que tu peux En effet, expliquer en fait, pourquoi on a rajouté ça? Ouais, c'était quand même intéressant de le savoir pour la suite. en fait, quand on lit dans des articles, dans la presse ou ailleurs, glissement sémantique, il y a souvent une confusion où on va appeler glissement sémantique le fait d'utiliser un mot ou une expression à la place d'une autre. Or, c'est pas du glissement sémantique justement. Le glissement sémantique, c'est ce qu'a, défini Monté précédemment. Là, on va être davantage alors on a mis dans le titre «jeu lexical», heu, pour que ce soit assez large en fait, où on va jouer avec les mots, utiliser des expressions, prendre des mots qui ont plutôt une valence positive à la place d'une valence négative, notamment dans la communication par exemple, et cetera. Mais là, on n'est pas dans le glissement sémantique et en fait, le titre se voulait d'être large, justement pour éviter déjà que dès le départ, on se trompe dans la définition même de ce qu'on appelle glissement sémantique. Donc voilà pourquoi on parle de jeu lexical, c'est-à-dire le jeu dans les usages. On va utiliser un mot plutôt qu'un autre pour en cacher un autre parfois aussi, et cetera. Ouais, merci. Euh, on voulait ensuite commencer par parler de l'aspect historique. Donc, c'est-à-dire euh, l'aspect historique, c'est-à-dire quelques exemples en fait qui ont marqué l'histoire entre guillemets de mots qui sont restés aujourd'hui, qui ont un sens différent de ce qu'on pouvait avoir à l'origine, en tout cas il y a quelques temps, et surtout qui ont changé à cause d'événements historiques, par exemple justement comme tu disais travail par exemple peut-être, ou je sais plus si c'était travail ou si c'était liberté qu'on avait dit sur ce sujet-là. Éclairez-moi parce que du coup moi je ne suis pas du tout spécialiste de la question, donc c'est vrai, Euh, c'était plutôt liberté je crois peut-être qui a... Liberté, c'est plus, c'est un sens très très large. Ah oui Euh, non c'était pas ça, donc c'était travail, alors c'est ça que travail c'était... Travail, par exemple, oui, est un mot ça vient de tripalium en latin, qui désignait, alors à l'origine, tout à l'origine, un instrument notamment qui pouvait servir à la torture, puis ensuite ça a désigné un outil pour contraindre, dans le cadre du travail de la terre, contraindre des animaux, notamment, me semble-t-il, des chevaux ou des bœufs. Euh, et je crois, et je vais vérifier en même temps que je le dis, notamment dans le cadre pour labourer la terre, me semble-t-il. Et, Quand Oui c'est c'est les bêtes ça. de somme, oui. voilà, pour les bêtes de somme exactement. Puis, en fait, ça a désigné. Donc, en fait, le sens, il finit par avoir une abstraction. On passe, en fait d'ailleurs, très souvent, la glissement sémantique, on passe souvent, très, très souvent d'un sens qui est précis, utilitaire, à un sens beaucoup plus abstrait. C'est presque toujours dans ce sens-là, d'ailleurs, le glissement sémantique. Bon, c'est pas toujours dans ce sens-là, mais c'est presque toujours dans ce sens-là. Et donc, on est tombé sur avec le temps, en fait, on a fini par désigner quelque chose de plus
de plus abstrait, de plus général, donc le travail de manière générale, alors que d'autres langues latines, par exemple, ont conservé l'étymon latin, qui vient de... je sais plus comment c'est en latin exactement, mais je sais qu'en italien c'est lavoro. L'équivalent étymologique en français c'est labeur. Je vais vérifier tout de suite en latin ce que c'est. Labor. Mais du coup, Labor, il y tout avait simplement. une volonté politique appeler en fait travail différemment que le sens original ou enfin utiliser le mot travail plutôt dans un sens différent. Est-ce qu'il y avait une dimension politique ou est-ce que ça s'est fait vraiment petit à petit à cause de l'usage? Bah, c'est difficile à dire. En fait, enfin, le sens de travail à l'origine est un sens il avait, en plus de la connotation de travail en tant que tel, une connotation de souffrance. Le mot avait, en partie, Oui, c'était cette pour ça, ouais. charge, qui était la Ouais. charge de souffrance. Ouais. Une... Il l'a perdu aujourd'hui. Ces attributs-là, il l'a perdu, parce que le mot... en fait, peu importe l'histoire du mot, peu importe l'histoire que le mot a pu avoir, aujourd'hui, finalement, on en retient rien, dans le sens où tous les sens qu'il a pu avoir, tout le cheminement par lequel il a pu passer, qu'il soit politique ou non, aujourd'hui, finalement, le mot travail n'est pas un mot qui serait plus utilisé par telle ou telle catégorie de population, dans tel ou tel idéal politique. Enfin, bien évidemment, on va mettre certaines choses derrière le mot travail, on va le revendiquer différemment, etc. Mais le mot en tant que tel n'est pas un mot qui va être chargé, par exemple, de cette dimension de souffrance de manière intrinsèque. Voilà, ce qui ça a été le cas, c'était le cas à l'origine. Alors, c'est difficile de dire si jamais c'est pour des raisons politiques. Je pense que c'est pour, sans trop vouloir m'avancer, que ça s'est fait un peu tout d'abord par habitude, peut-être au départ par exception, puis par habitude, et finalement, comme dans toutes les extensions sémantiques, et lorsque aussi un mot en remplace un autre, il y a un moment où ils sont en concurrence, et, euh, et celui qui cède sa place le fait pour des raisons qui peuvent être liées au groupe qui les utilise, la façon dans laquelle ils sont utilisés. Enfin, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Après, beaucoup de mots évoluent en sens continuellement, tous les jours, depuis la nuit des temps, hein, c'est normal. D'ailleurs, par exemple, vous saurez qu'une langue renouvelle en moyenne son lexique, son stock de lexique, enfin, 20% de son stock de lexique tous les 1000 ans. Donc il y a à peu près un cinquième de la langue qui est remplacée par autre chose tous les 1000 ans. C'est une moyenne, hein, bien évidemment. Et donc, quand on dit remplacer, ce sont des mots qui changent de sens, donc le glissement sémantique, ou des mots qui sont remplacés par d'autres. Donc ça, c'est pour des raisons qui peuvent être diverses et variées. Ça peut être de l'emprunt, ça peut être d'autres mots qui finissent par occuper... En fait, quand un mot glisse en sens, ou quand un mot change de sens, il libère aussi une place qui peut être pourvue par un autre mot qui en reprendrait la charge. Mais du côté mécanisme, entre guillemets, ça veut dire qu'il y a une période pendant laquelle en fait un mot va avoir un double sens, peut être utilisé dans des sens différents. Bah, alors, c'est possible. Un mot peut passer par une phase où il a plusieurs sens, même des sens qui peuvent être contradictoires d'ailleurs. Ou alors, il a pas le même sens en fonction de la catégorie de la population qu'il utilise. Ça aussi, c'est possible, et notamment des catégories qui peuvent être socio-économiques, ou des catégories qui vont être plutôt de l'ordre de la génération. Ce qu'on appelle du chronolecte, en fait, en sociolinguistique, c'est-à-dire la langue propre à ta génération, à ta tranche d'âge. Et il y a des mots qui aujourd'hui, sans forcément avoir la même origine, en tout cas, ont la même forme et ne sont pas associés du tout au même sens. Si jamais je parle de bail avec des jeunes, je parle pas, c'est pas quand ma grand-mère elle parlait de bail, par exemple. D'ailleurs, elle l'accordera pas de la même façon, puisque bail, pour désigner un bail locatif, donc c'est un mot qui existe encore, hein, mais ça va désigner, ce sera beau au pluriel, alors que la nouvelle désignation de ce mot-là, d'ailleurs, ce serait intéressant d'en voir l'histoire exacte, je sais même pas si on a encore le recul pour vraiment pour l'analyser. C'est un mot qui est essentiellement, qui est un pluriel en bail, on parle des bails, et où ça désigne une histoire, en fait, particulièrement un potin, hein, etc. Alors, dans ce Ouais, cas-là, putain. le mot a, le premier sens que les jeunes vont lui attribuer, c'est ce sens-là, sans qu'il comment dire, ne fasse l'impasse sur l'autre sens qui existe aussi, et notamment quand on parle du bail locatif, alors que pour d'autres générations,
ce mot-là, par exemple, n'aura vraiment qu'un seul sens, et ce sera pour désigner une réalité juridique, quoi. Mais bon, avec le temps, finalement, une génération va finir par céder sa place à l'autre, et peut-être que ce mot va finir, qui sait, dans 100 ans, ce sera vraiment le mot pour dire bail, enfin vraiment le mot pour dire ragot. Je sais pas exactement, ça malheureusement on peut pas le prédire. Et tu vois, il y aura une phase, il y aura une petite phase de transition où il y aura où toutes les catégories de la population ne vont pas associer la même chose au mot, quoi. C'est intéressant, ouais. Vas-y, Sur la catégorie de la population, il y a déjà quand on analyse justement les signifiés du mot travail, il y a aussi la valeur qu'on va lui donner, il y a l'histoire qu'il y a derrière l'idée du travail, que ce soit le mot travail directement ou d'autres, etc. Mais prenons un exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on va parler de travail, ce sera plutôt valorisé, ça aura un sens plutôt positif, même si bien sûr ça peut se mélanger avec les conditions professionnelles, conditions de travail, etc. Dans l'Antiquité, par exemple, sur l'idée du travail, c'était assez clair. Le travail était une occupation servile. Donc, c'est Hannah Arendt notamment qui présentait cela sur des travaux de Vernant, et qui expliquait que ceux qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de répondre à leurs besoins vitaux, hein, pour aller vite, eh bien, sont en quelque sorte exclus de la citoyenneté. Les esclaves, par exemple, les femmes aussi, qui s'occupaient de la maisonnée, etc., qui restaient dans une sphère privée, c'est-à-dire que le travail était du domaine privé, là où le citoyen était dans la politique, et donc c'était dans quelque chose de public. Et donc on avait quelque part cette idée que le travail n'était pas un facteur intégrant. Donc on avait forcément un petit peu cette idée un peu... en termes d'idées, hein, je ne parle pas du mot lui-même, une valeur un peu négative. Et c'est progressivement qu'on a eu effectivement dans l'histoire, quand on regarde dans les monastères par exemple, avec le christianisme, on parlait de sens contradictoire ou de valeurs contradictoires pour le coup sur l'idée de travail. C'est ce qu'on retrouve dans le christianisme, puisque le fait de devoir travailler à la sueur de son front, c'est à la fois une sorte de châtiment divin dans la Bible, dans la Genèse, et en même temps, c'est aussi le fait de continuer la création divine, et aussi, dans les monastères, c'était l'idée de travailler pour éviter le fait de rien faire, l'oisiveté, ça c'est une idée qu'on va retrouver encore plus tard. C'était aussi l'idée de ne pas tomber dans les désirs charnels, etc. Donc là, on avait quand même une certaine utilité dans le travail. Puis ensuite, bon, alors l'histoire, l'industrialisation, etc., je passe. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle maintenant de valeur travail, où le travail désigne, est très souvent associé à l'accomplissement personnel. Oui, donc ça a une valeur plutôt positive. Une valeur sociale, quoi. C'est ça, en fait, c'est l'inverse de l'Antiquité, c'est-à-dire le travail intègre dans la société, là où l'idée du travail dans l'Antiquité était plutôt excluant et ne permettait pas d'être un citoyen, en fait, ou en tout cas pas un citoyen complet. Même Platon, parlant des artisans, par exemple, considérait que les artisans n'étaient pas vraiment des citoyens, puisque leur production n'était pas vraiment pour la cité, donc pour le domaine public, donc c'était pas vraiment... ils étaient presque du côté des esclaves pour aller très très vite. Et ça s'est inversé aujourd'hui. Maintenant, quand on parle de travail, le travail, c'est un motif d'intégration. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça présentait. Et celui qui ne travaille pas, c'est plutôt celui qui est exclu on va dire, du côté stéréotypé, hein. Donc, on a vraiment une inversion de valeur, en fait, derrière, avec encore des traces qui restent dans cette histoire-là de l'idée du travail, de souffrance, même si ça a une valeur positive, etc. Ce qui fait que parfois c'est un peu confus entre des catégories de la population qui vont parler de travail, ce que disait Montet tout à l'heure. Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup on voit vraiment que le mot il a vraiment changé de sens énormément. Mais du coup on avait aussi noté d'autres mots, donc j'avais parlé de liberté tout à l'heure, mais il y avait aussi vilain, le mot vilain. Et il y avait Soma aussi. Alors, du coup, je sais pas c'est lequel vous aimeriez aborder, ou un autre peut-être. Vilain, c'est très rapide. Vilain. Aujourd'hui, le mot vilain est connoté. Il a été connoté, il est quand même connoté depuis. Je crois qu'il perd peut-être en connotation aujourd'hui, puisqu'en fait, ça devient un peu rigolo de désigner quelqu'un
comme un vilain, même s'il reste cette idée de oh le vilain, oh la vilaine, mais à la base, un Ça fait vilain, c'est... enfantin, ouais, un peu comme terme. Exactement, mais il y a une valeur péjorative à la base, c'est pas amélioratif. Alors qu'à l'origine, c'est purement une désignation, enfin, le vilain, c'est celui qui est associé à la villa, dans le sens latin, donc finalement à un domaine, à un groupement, à une propriété, et à ce qui va devenir la ville, en fait, ensuite. Donc rien à voir. C'est vraiment... c'est purement utilitaire. Et ensuite, effectivement, ça a été connoté. Il y a une valeur, il y a une connotation qui était là, qui était de distinguer le vilain. Le vilain, c'était du coup quelque chose de, comment dire, de considéré comme globalement pas ouf, pas ouf. Enfin, tout ça pour dire qu'on est passé d'un mot relativement neutre à quelque chose de connoté, mais pour des raisons qui sont finalement sociales, socio-historiques, et des mots comme ça, on en a plein, hein. On en a énormément en français. Ouais. Et pour donc liberté et pour Soma, alors le Soma je me souviens plus du tout ce que c'est en plus. Ça vient d'où Oui, ça? quand on avait discuté avant le live, en fait, c'était un petit exemple qu'on avait donné sur justement l'histoire des mots. C'est vrai que Soma aujourd'hui, bon, ça parle peut-être pas à grand monde et pourtant c'est présent dans la langue. Alors très rapidement, en fait, ça a désigné, enfin ça désigne toujours plus ou moins d'ailleurs, la racine, le corps. Le corps, Ah oui, comme somatique. le corps vivant, voilà. Somatisé, Dans ouais. dans la langue française, on parle de somatisation, on peut parler de troubles psychosomatiques, psycho, psuché, soma, corps, enfin bref. En fait, ce qui est intéressant avec ce mot-là, c'est que lorsqu'on étudie la langue à l'époque de Platon, lorsqu'on va regarder justement soma de plus près pour désigner le corps, et qu'on va regarder ce que ça donnait dans des traces plus anciennes, la poésie homérique par exemple, donc bien avant, on voit que ça n'a pas vraiment le même sens. En fait, soma désignait le cadavre, ne désignait pas le corps, mais précisément le cadavre. D'ailleurs, dans la poésie homérique, il n'y a pas vraiment de mots. Ça peut paraître bizarre, hein, mais il n'y a pas vraiment de mots pour désigner le corps vivant. Il y a toute une panoplie de mots. Par exemple, on va parler pour le corps vivant parfois de la stature du corps. On disait des masses. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, mais il n'y avait pas cette idée de corps unitaire pour aller vite, qui a été donc pompé sur. Enfin, c'est soma, donc cadavre, qui est devenu donc le corps. Et d'ailleurs, dans des dialogues de Platon, on avait le Gorgias, je crois, il y avait un jeu de mots de Platon. Alors, c'est sans doute une référence à autre chose, mais il parlait que vous connaissez peut-être le corps et le tombeau de l'âme avec le jeu de mots soma, le corps, corps cadavre, hein, le corps, et sema, c'était aussi les stèles, le signe, hein, les stèles dans l'Antiquité. Et ce qui est intéressant, comment on est basculé, pourquoi ce mot-là, où est la bascule, ça on ne sait pas, c'est très difficile, même s'il y a des interprétations, des hypothèses. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a un corps qui est assez dévalorisé par rapport à l'âme, par exemple. Et c'est marrant que le mot qui va être employé, c'est soma, le cadavre, donc qui est assez dévalorisant aussi. Qui va être exploité, qui va parfois faire des jeux de mots, etc., des références. Donc on voit, tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est volontaire ou pas? Alors je pense que ce serait très délicat de parler de volonté, mais il y a souvent comme ça des récupérations, il y a des jeux de mots sémantiques, des jeux de mots avec le vocabulaire, comme le faisait Platon à l'époque, pour essayer de valoriser, dévaloriser le corps, etc., par son mot justement, ou par son origine, c'était déjà présent à l'époque. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'est vrai que c'est vachement intéressant de voir comment on peut arriver comme ça à changer les mots bon, avec le temps, évidemment, hein, mais c'est vrai que des fois en utilisant de certaines manières, en prenant l'habitude d'utiliser de certaines manières, voir comment ça peut changer. Après, je pense que Monté nous dira que c'est l'histoire des langues en fait, hein, qui est comme ça. Hein. Ouais, c'est complètement normal, mais un truc très con dans l'histoire. Là, je m'éloigne peut-être un petit peu du sujet, mais. Mais ce que je voulais dire par là, les couleurs, par exemple. juste 2 secondes, ce que je voulais dire par là, en fait, c'est que c'est
pas dans l'esprit des gens qui n'ont pas étudié ça. On a plus l'impression que c'est quelque chose de Ah, bien figé. sûr. Et je pense que dans les débats qu'on entend souvent autour des langues ou autour des réformes, autour de la langue et tout, le principal problème, ça, que ça vient de là. C'est qu'on a l'impression que la langue, elle est vachement figée, alors qu'en fait, c'est tout le temps Ah en oui, mouvement, quoi. alors là, il faudrait dédier un live à ça, puisque c'est une vision qui a été construite politiquement, qui est Ah oui, complètement erronée, carrément, bien ouais. évidemment. Bien sûr, bien sûr. Après, euh, tu vois, en parlant de ça, tu sais, les couleurs aujourd'hui, on a l'impression que toutes les couleurs qui nous servent pour désigner la réalité autour de nous, ça a toujours existé, tu vois, quelque part. Tu Ça a vas nous toujours été parler là. du bleu, toi, je sens, non? Bah, on parlait des Grecs, je trouverais pas vous ne trouverez pas la couleur bleue chez Homère. Enfin, la couleur bleu foncé, en tout cas. Vous ne la trouverez pas, quoi. Ouais, Parce qu'en j'avais fait, lu ça, ouais. il y a un terme qui désigne à peu près toutes les couleurs ternes et foncées. C'est le même mot. C'est, enfin, Du coup, et la plupart, voilà, il disait jamais, pour décrire la mer, il utilisait jamais le bleu foncé ou bleu marine. Enfin, en fait, ils utilisaient un mot. Après, bon, là, je m'éloigne un peu, mais il y a dans beaucoup de langues, en fait, le bleu, le vert, c'est pas forcément distingué, et les couleurs foncées ne le sont pas forcément non plus les unes des autres. D'ailleurs, en français, le mot bleu vient d'un mot qui désignait à la base, enfin, en fait, comme la plupart des couleurs en fait du français aujourd'hui, sont d'origine germanique. Le bleu, le fauve, le blanc, on a quoi d'autre? Le brun. Et à la base, ça désignait des robes de chevaux, en fait. C'était des robes de chevaux. d'accord. Et ensuite, les mots, on les a intégrés en français. Et aujourd'hui, on les utilise tous les jours, mais c'est des emprunts. Tout ça, c'est des emprunts. C'est pas des choses qui servaient à désigner le monde autour de nous. Ces mots-là ne servaient pas Ouais, ouais, mais avant. du coup, le mot bleu est apparu du coup après. C'est ça que tu veux dire? On l'a Alors, utilisé après. il y avait des Mais façons bleu, de dire en latin, mais bleu, c'est pas une robe de cheval, me semble-t-il. bah, en fait, ça devait être sûrement terne, foncé, noirâtre. Ensuite, c'était, tu vois, un peu à l'idée, un peu ça aussi selon cette idée que le bleu, le bleu foncé chez les Grecs, bah, en fait, c'est désigne toute couleur un peu terne, foncé, sombre, et que ça peut être aussi bien du vert que du marron. Globalement, c'est la même couleur. Il me semble d'ailleurs qu'il y a un mot en breton aussi euh, où ça désigne globalement du bleu, du vert ou du marron. Et par exemple, ça désigne la couleur de la mer. Je pourrais pas te dire, je suis certes Non, mais blanc. je sais plus, Je connais pas je la suis langue. vraiment sûr. Mais... Ah, bah bravo. Ouais, bah oui, désolé. Et donc pour liberté, parce que tout à l'heure du coup je t'ai coupé parce que j'ai recentré sur travail. Euh, donc c'est le dernier mot là qu'on avait noté. Après je sais pas s'il y avait d'autres mots que vous voulez aborder. Est-ce qu'il y a des trucs à dire sur liberté? Il me semble que oui. On pourrait faire une semaine à ne parler que de liberté, que ce Oui, soit le mot, que ce soit son usage, ce qu'il y a derrière. quand je disais il me semble que oui, c'était pour engager la conversation. Je savais très bien qu'il y a des choses à dire, ouais. Mais du coup c'était Romain du coup que tout à l'heure que je t'ai coupé, je sais pas ce que tu voulais dire du coup dessus. Euh, Ce qu'on avait dit de liberté, c'est que c'était un mot qui a un sens aujourd'hui qui est quand même qui est vraiment très abstrait. C'est-à-dire en latin, libertas, c'est celui qui n'est pas esclave. Point. C'est vraiment littéralement celui qui n'est pas en état de servitude. Donc, Oui, comme c'est précis quoi. Ouais. Guy parlait tout à l'heure, aujourd'hui, la liberté, c'est vraiment quelque chose. Il y a un imaginaire qui est beaucoup plus vaste et qui surtout varie d'une personne à une autre, d'un groupe à un autre, si bien que la liberté, cela peut désigner un peu tout et n'importe quoi finalement. Il y a quelque chose de creux, en fait, dans le mot liberté. Quand je dis creux, c'est dans le sens qu'on peut y mettre beaucoup de choses, historiquement parlant, en termes de valeurs, en termes de signifié. Et du coup, quand on utilise le mot liberté, tu parlais d'imaginaire, chacun entend un peu ce qu'il a envie. Ouais, d'un point de vue Et politique, c'est souvent récupéré et pas forcément dans le même sens en fait, effectivement.
Oui, enfin, c'est comme égalité aussi, hein. Égalité, on pourrait dire beaucoup de choses. On a l'impression que ce sont c'est le genre de mot, en fait, où, lorsqu'on dit liberté, égalité, ça parle à tout le monde et lorsqu'on demande à quelqu'un de définir précisément le plus simple possible, liberté, égalité, qui paraît évident, là, ça devient beaucoup plus compliqué et c'est très intéressant à observer. Voilà, c'est un mot qui semble évident dans ses significations et en fait pas du tout. Et Monté parlait justement dans l'histoire du mot justement, donc libère, l'esclave affranchi, etc. Quelque chose d'important à retenir. Très souvent, quand on parle de la liberté, aujourd'hui, hein, je parle, on va entendre, par exemple, le libre arbitre. Pas que, hein, mais beaucoup entendre libre arbitre ou quelque chose d'équivalent, libre volonté, etc. Bref. Il faut savoir que dans l'Antiquité, grecque, hein, pour être plus précis, eh bien, la liberté comme libre arbitre, ça n'avait pas lieu d'être en fait. Quand on parlait alors c'était pas le mot liberté, ça c'est latin, mais quand on suggérait, enfin quand on mettait en avant l'idée de liberté, c'était la liberté politique. C'est-à-dire qui est libre, c'est le citoyen. C'est-à-dire celui qui ne travaille pas déjà, on revient au travail, et donc celui qui participe à des activités dans la police politique, hein, pas la police, bref, vous m'avez compris, et qui donc est dans la sphère publique et donc peut trouver sa juste place. Quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui occupe sa juste place et qui peut avoir des activités nobles, des activités intellectuelles, etc. J'ai une extinction de voix. Ah, mon pauvre. Pardon, désolé. Tous un coup, ça ira mieux. Du coup, pour liberté après, ouais, il y a. Je disais en fait que d'un point de vue politique, c'est vrai que ça peut être utilisé de manière différente. Moi, quand c'est l'extrême droite qui en parle, j'entends pas forcément la même chose que quand c'est la gauche, quoi, on va dire au sens large, qui en parle, quoi. Oui, c'est ça. En fait, excuse-moi, Monté, vas-y, parle. Parce que Bah, moi, en fait, je vais pouvoir. la liberté, c'est quelque chose contre. Personne n'est contre la liberté. Personne, strictement personne, en fait. Et donc tout le monde la revendique. C'est aussi simple que ça, finalement. Mais c'est vrai, voilà, la liberté au sens libéral, c'est pas la même, quoi, que au sens commun, on va dire, du terme, à mon sens. Alors déjà, ouais, il n'y a pas la notion de libre arbitre déjà, ça n'a pas lieu d'être. En tout cas, comme quelque chose de positif, etc. Chez les Grecs et les Romains. Celui qui justement serait dans cette idée-là, de près ou de loin, c'est quelqu'un finalement qui n'a pas trouvé sa place, qui n'est pas libre en fait. Ça, c'est beaucoup plus tardif en fait. On a deux axes dans l'histoire, enfin dans l'idée de liberté, selon la logique stoïcienne. C'est-à-dire, la liberté, c'est finalement, ça passe par la connaissance pour trouver sa place dans le monde, dans un ordre, comprendre ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Et on a une deuxième logique qui est beaucoup plus récente, c'est la logique cartésienne. C'est la libre volonté, le libre arbitre, etc. Et c'est plutôt ce côté libre arbitre, justement, cette logique cartésienne, cette volonté, avec tout ce qui est associé, la volonté, le sens de l'effort, etc., puisque tu as parlé de libéral, etc. C'est plutôt ça qui est associé un petit peu aujourd'hui et qui crée une sorte de confusion en fait, dans le sens qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de liberté politique? Est-ce qu'on parle de liberté au sens métaphysique, c'est-à-dire n'avoir pour cause de ses actions que sa propre volonté, sans déterminants sociaux? Et ça pose des problèmes politiques du coup, puisque ça veut dire dans ces cas-là qu'on ne prend pas en compte les déterminants sociaux. Qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et en fait, derrière le mot liberté, il y a à la fois un imaginaire, une histoire qui se dégage et des implications politiques. J'ai presque envie de dire que si on était capable d'écouter le temps qu'il faut chaque parti politique, chaque candidat politique sur ce qu'il entend par liberté, on aurait non seulement des définitions différentes, mais par cette seule définition de la liberté, on pourrait presque avoir en perspective, politiquement parlant, Leur vision tous du les monde, enjeux quoi. qu'il y a derrière. Ouais, voilà. Exactement. Tellement qu'il est fort ce mot, justement. Mais ça prend du temps. Et en politique, dans la communication notamment, et dans les discours, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas fait, c'est justement de définir ces mots.
Et c'est très pratique dans la devise républicaine d'avoir justement liberté, égalité, puisque ça parle à beaucoup de monde. Il y a un mot qui est moins utilisé, par contre, c'est fraternité. Il est un peu plus embêtant celui-là. En Oui, tout parce cas, qu'il est plus précis, ouais. voilà, c'est Ouais. ça. Euh, par contre, justement, ça me fait penser qu'on n'avait pas noté le terme démocratie. Et pourtant, c'est vrai que c'est un terme qui. Est-ce qu'il y a eu un glissement sémantique par rapport aux démocraties? Parce qu'on entend des fois dire ça, mais après, je sais pas si historiquement c'est vrai. Bah, alors déjà, démocratie et république sont souvent confondus par la plupart des gens. Oui, ça c'est vrai. Mais après, on Démocratie, va pas définir forcément tous les mots qu'on va utiliser, nous, justement. On n'aura pas le temps non Alors, plus. bah, Mais démocratie, pour justement, démocratie, vas-y, je te laisse. bah, démocratie, bon, je reviens encore au grec, hein, je suis désolé. Mais alors, bon, là, c'est plutôt Platon pour être plus précis, hein. Mais c'était Mais pas la République plutôt chez Platon, justement? alors, dans le dialogue La République, effectivement, le livre 8 pour être plus précis, quand il parle, enfin quand il parle de la démocratie, alors c'est démos kratos. D'ailleurs, kratos aussi, qu'on peut parfois traduire par pouvoir, c'est parfois le pouvoir excessif aussi. Donc c'est une... Bref, bon, ça je m'égare. Donc le personnage de jeu vidéo Était... porte bien son nom. Kratos porte très bien son nom, ouais. Là, pour le coup, Kratos, c'est le pouvoir, mais c'est l'excès, hein. L'excès était le péché, enfin, pour aller très vite, vraiment le péché capital dans le monde gréco-romain, hein, puisque Ouais. c'est le contraire de l'ordre. Enfin, bref. Et chez Platon, par exemple, il parlait, c'était un peu l'inverse de la liberté politique qu'on évoquait tout à l'heure. La démocratie, c'était pas ça. D'ailleurs, si vous lisez La République, la proposition de Platon, c'est assez bon, on va pas être méchant avec Platon, hein, mais bon, c'est très hiérarchisé, quoi. Bref, mais c'est vrai que démocratie a pris une valeur très positive et surtout laisse entendre qu'il y a la démocratie, point, qu'il n'y a pas différentes démocraties, etc. C'est-à-dire que c'est un mot où du coup on plaque quelque chose de positif dès le départ et on n'envisage pas d'autres formes de démocratie. La démocratie athénienne n'a rien à voir avec la démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui, etc. Donc c'est le même mot, mais bon, c'est ni la même connotation, ni le même usage, et pas du tout l'histoire qu'il y a derrière. C'est très D'ailleurs, compliqué. Là, on parlait d'évolution des mots, mais Demos Kratos, donc le pouvoir du peuple, enfin, le pouvoir par le peuple, le définir un peu comme tu veux, mais Demos, à la base, qui veut dire peuple, à la base veut dire territoire. Ça désigne le territoire, à la base. Il y a eu un glissement sémantique de Demos, en grec ancien, qui est passé de territoire à peuple. Et du coup, pour démocratie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter aussi ou pas? Non, globalement, non, mais Ok. Gull a raison. Ouais. Le tirage au sort, par exemple, c'est pas du tout quelque chose qui viendrait à l'esprit quand on parle de démocratie, quoi. Alors que c'est présenté comme ça, du coup. Alors, Gull sera sûrement plus compétent que moi, mais il me semble qu'il y a du tirage au sort chez les Grecs. En tout cas, il y a eu du tirage au oui, sort. il y avait... Alors oui, mais seuls les citoyens pouvaient tirer au sort. C'est ça. Mais je veux dire, c'était pas le suffrage universel, uninominal, direct. Non, c'était pas le suffrage universel. Il y avait aussi il fallait rendre des comptes, ça pouvait aller très loin quand on avait des responsabilités, donc voilà, c'était pas vraiment la même chose. Et est-ce qu'on pourrait parler pour faire la transition du coup avec la deuxième partie, sauf si vous avez autre chose à dire avant, hein, mais du mot chômage. Parce que là, par contre, il y a aussi des trucs intéressants à mon souvenir et des choses que j'ignorais totalement, donc je pense que ça peut intéresser aussi pas mal de personnes. Romain, peut-être? Le mot chômage. Ah, aujourd'hui, c'est assez... c'est connoté. C'est pas bien vu d'être un chômeur, d'être au chômage. Alors, j'ai regardé l'étymologie du mot chômage, et on va partir sur un peu autre chose. Donc, à la base, chômer, c'est rien faire. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ne rien faire. Et Oui. donc c'est un sens qui remonte jusqu'en ancien français. En ancien français, on avait déjà resté immobile, ne pas travailler, notamment pour des raisons techniques. Et il se trouve qu'en fait, ça vient du latin caumare,
veut dire se reposer pendant la chaleur. J'ai trouvé ça assez intéressant. C'est genre, ça vient de l'idée de il fait chaud donc tu ne branles rien. Ouais, c'est très sudiste, c'est très corse aussi. C'est le truc C'est du sud de la très France, marrant. je pense méditerranéen en fait. Ça vient d'où, t'as dit ça, du coup? Alors à C'est- la base, ça vient du bas latin, donc du latin vulgaire, et c'est un emprunt en grec d'un mot qui veut dire calme en grec, et kaoma. D'accord, ok. Mais Et en tout cas, oui, le chômage aujourd'hui, c'est un mot qui est connoté. Après, on va retomber sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Gull disait tout à l'heure. Comment dire, le travail est quelque chose de valorisant, c'est quelque chose qui t'insère dans la société. Alors forcément, en opposition, le fait de ne pas travailler, c'est pas quelque chose qui est bien perçu socialement parlant. Oui, oui, c'est ça. C'est ce qui est intéressant, c'est que certains mots prennent de la valeur positive, alors que d'autres. Pardon, j'ai plus du tout de voix, je suis désolé. Je vais mais faire une petite pause de 5 minutes, mais ouais. continuez à parler, je vous écoute, mais j'arrive plus à récupérer ma voix là. Du coup, bois un petit thé, bois quelque chose, et on va continuer. Peut-être on va Les mots enchaîner. sont Du coup. connotés. Hmm. Ouais, je pense que Vas-y, vas-y. sur le terrain sur lequel tu voulais aller, c'est que les mots sont connotés, ou de charge, en tout cas, ce qu'apparemment on appelle en sociologie de la valence. La valence, on l'utilise pas ce mot en linguistique, puisque ça désigne autre chose, hein. Ça désigne des trucs sur le verbe. C'est un truc un peu plus chiant. Euh, Effectivement, le mot chômage est un mot connoté. D'ailleurs, quand on va voir quelqu'un et qu'on dit oui, mais toi t'es un chômeur, on, on va pas se référer à sa peut-être situation transitoire de non-travail. On va vraiment l'attaquer finalement. C'est une attaque. Euh, Oui, non, c'est clair que c'est clairement dévalorisant. On va pas prendre en compte le contexte, on va pas prendre en compte les raisons qui peut-être pour lesquelles cette personne est au chômage, parce que moi je connais des personnes qui sont ingénieurs et tout ça qui sont au chômage, donc c'est des personnes qui sont compétentes a priori, quoi. Mais donc ça ne veut rien dire. Et effectivement, Mais en ça va vrai, être on utilisé. pourrait tout simplement. Mais après, du coup là, c'est là où on fait la transition avec l'autre côté, c'est que là on touche à la rhétorique en fait, à l'utilisation d'un mot pour véhiculer un sens en fait. Donc c'est l'utilisation voilà trompeuse d'un mot dans un sens particulier pour. Je sais pas si ça colle vraiment à Bah, ce ce serait qu'on peut appeler intéressant. l'effet impact en fait. L'effet impact, c'est utiliser un mot particulier pour impacter l'imaginaire collectif en fait, avec le sens global du mot qu'on a tous plus ou moins quoi. Un sens un peu général. Ce qui serait intéressant, en tout cas, c'est de voir comment le mot chômeur et chômage évolue dans un monde où le travail ne serait plus aussi présent N'aurait ou plus le plus même sens, tu veux possible. dire. Ah, ne serait plus possible carrément. Ou, Ouais, ouais, du coup, le mot serait conservé, tu penses, ou il pourrait disparaître peut-être aussi. bah, ou alors il pourrait complètement voir son champ évoluer et genre tous les gens seraient des chômeurs. Et ce serait pas du tout quelque chose de mal ou de bien ce serait juste un état de fait. Et ce serait juste une condition basique, comme les gens sont des citoyens, comme les gens sont des. Et ça pourrait être une évolution possible, par exemple. Après, il est absolument impossible de statuer Et du et de coup, prévoir ce genre de truc, mais par contre, ça montrerait. En fait, c'est un truc qui aujourd'hui nous paraît absolument impossible. oui, oui, Euh, c'est sûr. Mais après, ça pourrait être possible ouais, dans un avenir comme ça, très, très lointain, euh, mais, bah, et très abstrait, mais parce que ça signifie l'inactivité finalement, plus ou moins. Mais par contre, le mot assistanat, par exemple, qui est actuellement plus ou moins associé au chômage, au terme de chômeur, chômage. L'assistanat, du coup, est-ce que ça pourrait évoluer de la même manière, quoi? Assistana, en fait, le truc, c'est que Assistana aujourd'hui, donc c'est un mot qui est beaucoup utilisé notamment par la droite, hein, pour désigner toutes ces personnes qui vivent au crochet de la société et la collectivité paye pour eux, et c'est pas normal, et toute cette idée. Alors qu'en fait, le mot assistana pourrait être un mot qui, au contraire, pourrait très bien désigner les personnes en situation de handicap, ou en fin de vie, ou les retraités qui, parce que pour des raisons évidentes, ne peuvent pas
avoir la même vie que les autres, ou parce qu'elles l'ont déjà eu, ou parce qu'elles ont des conditions qui font que il faut les aider. L'assistanat, ça pourrait être perçu de manière très positive, en fait, finalement. Bon, or, ce n'est Et pas le cas. ça l'était, ça l'était auparavant. On a en fait l'assistanat, le mot assistana. Bon, tant pis si ma voix est bizarre, c'est pas grave. Et très, enfin, dans son usage négatif, quand tu parlais dans le champ politique, il est très récent, fin 90, début 2000 environ, dans cet usage-là en tout cas. On le voit notamment avec le fait que le travail, comme vous le disiez tout à l'heure, est de plus en plus valorisé, qu'il y a des crises, c'est-à-dire que la suspicion du chômeur, la suspicion de celui qui ne travaille pas ou n'en fait pas assez, ça c'est une idée par contre qui est assez vieille et qui est associée à l'idée du mauvais pauvre. C'est-à-dire c'est une distinction qui date du XIIIe, XIVe siècle où on a commencé à avoir cette idée qu'il y a les bons pauvres et il y a les mauvais pauvres, où très souvent on a cette idée que le mauvais pauvre c'est l'oisiveté, c'est la passivité, celui qui n'en fait pas assez. Aujourd'hui on dirait celui qui ne fait pas assez d'efforts. Et parfois, c'est aussi le profiteur, c'est celui qui va être plus ou moins rusé pour profiter des dispositions en place pour justement permettre aux plus démunis ou à ceux qui ne peuvent pas s'insérer dans la vie active. Ça, c'est intéressant aussi, vie active. Bon, mais je laisse de côté. Donc, c'est en tout cas une idée très récente. Enfin, non, l'idée est très vieille, pardon. Mais assistana, son usage associé à l'idée du mauvais pauvre, par contre, c'est fin 90, début 2000, et associé parfois avec des discours très violents. Là, on parlait de rhétorique, hein, on est passé à la deuxième partie, je crois. Ouais. Alors, citons, rendons à César ce qui appartient à César. Juste avant le live, j'ai été voir rapidement un petit peu les discours politiques pour retracer un petit peu tout ça. On avait en 2011, par exemple, Laurent Wauquiez qui parlait de cancer de la société à propos de l'assistanat. Légèrement connoté. Voilà, donc là pour le coup c'est très précis, un cancer. Donc là c'est l'usage justement dans Nouvel usage. Voilà, alors c'est cancer déjà, ça frappe, associé à parasites sociaux, donc on a une déshumanisation et en même temps on parle de maladie qu'il faut soigner. En plus, le cancer, dans les dispositifs médicaux, c'est très agressif, la manière dont on doit traiter le cancer. Donc vous voyez Tu tout ce qui est remarqueras associé derrière. que le cancer a remplacé gangrène. Ah La oui, c'est vrai. gangrène Ah n'est oui. plus, C'est n'est plus. plus une maladie c'est plus quelque chose qui nous préoccupe autant. Par contre, le cancer, C'est ça. c'est central. Et il y en a, alors juste si je peux citer, alors là c'est plus pour le discours, parce que lui il est très drôle. Je suis tombé dessus en essayant de retracer un petit peu cette histoire de l'assistanat. C'est Manuel Valls, alors ça c'est génial. En 2007, alors je vais le citer, hein, j'avais noté ce qu'il avait dit. En 2007, il disait, je cite, « Nous devons dire également que le travail est une valeur ». Donc on retrouve cette idée qu'il y a le travail qui est toujours mis en opposition avec ceux qui ne travaillent pas. Et que nous ne sommes pas favorables à une société de l'assistanat. Donc ça, c'est ce qu'il disait en 2007. En 2015, autre discours, il disait « Ce gouvernement veut incarner la solidarité pour faire face à ce mot terrible, utilisé et méprisant qui est celui de l'assistanat. » Donc là, il change de position. Bon, très bien, bon, on peut changer de position. Sauf que 2 ans plus tard, en 2017, il disait je veux une société de la solidarité et du travail, pas de l'assistanat. C'est-à-dire qu'à 2 ans d'intervalle, il parlait de la solidarité et qu'on cesse de parler de l'assistanat, puisque c'était contraire justement à cette solidarité. Et 2 ans plus tard, il oppose solidarité avec assistanat. Non, mais lui, c'est un magicien, lui, de toute façon. Il est extraordinaire dans son je l'ai toujours trouvé, comment dire, terriblement manipulateur. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. Je trouve que c'est une des pires politiques qu'on ait actuellement, quoi. Personnellement. Hein. Mais bon, ça c'est ma vue, ma vision personnelle. Après, oui, effectivement, le fait qu'il retourne sa veste comme ça tout le temps, il le fait perpétuellement, quoi. C'est terrible. En fait, c'est surtout démonstratif que les mots sont, entre guillemets, vides ou creux et servent effectivement à créer des effets
à répondre à des tendances du moment, selon les sondages, etc., ni plus ni moins. Donc là, on est dans les logiques de communication, de persuasion, de rhétorique, ni plus ni moins. Oui, c'est ça. Euh, enfin, justement, là, on parlait dernièrement, il y a quelques semaines, ou jours ou semaines, je ne sais plus exactement, des termes cotisation qui ont été remplacés par le mot charge, qui est du coup plus chargé en connotation, quoi. Ça a été beaucoup discuté ces derniers temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup? Ah bah, oui, une cotisation, c'est censé être pour Pour le bien la commun, on va dire. communauté, finalement. La communauté, Voilà, ouais. pour la communauté, alors que la charge, c'est un poids. Enfin, c'est littéralement. Oui, il y a eu ce petit switch. Dessus. Mais après, les mots, en fait, les mots sont. Déjà, le sens des mots est constamment redéfini. En fait, le sens des mots, c'est finalement un contrat que tout le monde signe avec tout le monde inconsciemment, quoi. Et on renégocie ce contrat en permanence. Et Oui, il y ça a je suis des d'accord, groupes mais du coup, qui veulent pas, tu vois. quand il est dans cette période de transition, comme on disait tout à l'heure, c'est là Ouais. que tu peux manipuler en fait l'opinion parce que en face, les gens vont pas forcément savoir dans quel sens tu utilises ce mot-là et du coup tu peux vraiment jouer sur cet aspect, sur ce glissement, sur ce remplacement d'un mot par un autre. euh, pour manipuler finalement vraiment pour de la raison, pour la rhétorique quoi, que ce soit politique ou que ce soit Ouais, en publicité ou autre, hein. mais ce que je veux dire, c'est que rien n'est perdu dans ce sens-là. Rien n'est perdu pour cotisation et charge parce qu'il existe euh, des univers politiques qui font ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui discutent de cette Oui. question-là, qui discutent des imaginaires que ça véhicule, et qui justement se les opposent. Et il y a un conflit du coup. Aujourd'hui, il y Oui, a un du coup, usage concurrent. si ça a été discuté, c'est justement parce que il y avait ces gens-là qui ont levé le lièvre, quoi, finalement. Et il est très courant que des gens à gauche, pendant des débats, rappellent que les charges ne sont pas des charges mais des cotisations. Par exemple, c'est quelque chose qui existe encore beaucoup, et du coup, la gauche, par exemple, est très attachée à bien mettre le terme cotisation en avant plutôt que celui de charge, et donc ça devient, du coup, ça idéologise encore plus ces deux termes de part et d'autre. Et peut-être d'ailleurs que si jamais la gauche venait à venir au pouvoir un jour, qui sait, ça arrivera, euh, ce terme, ce terme reviendra. Le terme cotisation reviendra. Et celui de charge sera peut-être un peu plus écarté. Il y a ça en permanence en fait. Rien n'est jamais perdu. Ça, c'est ça le truc. C'est rien n'est jamais perdu concernant ce genre de guerre et ce genre de lutte en fait, de lutte sémantique et de lutte rhétorique. Et c'est sûr qu'en attendant, il faut effectivement. Et là, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire en fait. Il faudrait Oui, que ce soit des choses qui soient abordées à l'école. c'est Que sur la durée, de façon qu'après ça s'imposera ou pas, hein, finalement, ce changement, quoi. Donc, on a. c'est sûr que les mots ne sont pas neutres en fait. Il faudrait juste comprendre et faire comprendre aux gens que les mots ne sont pas neutres, que les mots, peu importe. Enfin, bien sûr qu'il y en a qui le sont. Si jamais je te dis une voiture, c'est une voiture. Bon, bah, voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'en politique, tout l'univers lexical que tu mets en œuvre, que tu utilises dans un discours, bien évidemment, il est au service d'une idéologie, d'une idée du monde, etc. Et même d'ailleurs, on le voit, hein, il y a des corpus, quand on analyse des corpus de manière statistique, des corpus, notamment des discours politiques, on peut globalement dire dans quel camp, de quel côté politique se trouve la personne qui tient le discours. Puisqu'il n'utilisera pas les mêmes mots, les mêmes tournures, le même univers, en fait. Le même univers. Et donc ces univers-là, de fait, ils ne sont pas neutres. Bien évidemment. Rien ne l'est, d'ailleurs. Yep. Quelque chose à rajouter, Gul, ou on passe à un autre terme, à autre Euh, chose? bah, oui, bah, pour donner d'autres exemples, vu qu'on a quitté l'assistanat, euh, dans les années 2000, il y a eu alors là, c'est pas un glissement sémantique du tout, mais c'est pour montrer un petit exemple de comment on peut, juste en remplaçant un mot par un autre, essayer de détourner un peu l'attention ou de donner une meilleure valeur à un dispositif, etc. Une valeur plus positive, c'est la vidéosurveillance.
Alors la vidéosurveillance, ça a été, bon, il y a eu 2001 qui a rabattu les cartes dans le sens, ça a été la lutte contre le terrorisme, etc. Et il y a eu, pour ceux qui s'en souviennent, suite aux élections, mais aussi, c'était la période Sarko notamment, quand il était ministre de l'Intérieur, puis ensuite lorsqu'il est devenu président, il y a eu cette promesse, cet engagement, donc de renforcer les dispositifs de surveillance. Et forcément, bah, vous imaginez, c'était critiqué. Si je vous dis, on va vous surveiller, bah, vous entendez, on va vous surveiller, donc on me suspecte, Oui, ça met à mal la vie c'est privée, liberticide, quoi. etc. Liberticide, exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors dans un premier temps, c'était contre le terrorisme, puis ensuite c'est passé plutôt sur contre la délinquance. C'est-à-dire qu'on allait même jusqu'à parler donc d'installer des dispositifs, même dans des petites villes, dans des villages, etc. Hein, la délinquance est partout, enfin bref, c'était ça qui était mis en avant. Et donc il y a une commission nationale qui a été mise en place, donc sous l'impulsion du président Nicolas Sarkozy, et pour notamment discuter de la vidéosurveillance, comment ça allait être installé, etc. Et il y a un plan qui a débouché et qui s'appelait et qui ne parlait plus de vidéosurveillance, c'était en 2008, mais qui parlait de vidéoprotection. Donc on a eu un changement. On parlait de la même chose, hein, on parlait toujours de dispositifs de caméra qui surveillent, mais c'est plus de la surveillance, c'est de la protection. Alors du coup, je recommence ma question. Si je vous demande, est-ce que vous acceptez d'être surveillé sur la voie publique avec des caméras qui vous observent tout le temps? Je pense que beaucoup, même ceux qui répondraient oui, hésiteraient au départ. Par contre, si je vous dis non, mais je vais vous protéger, c'est pour vous protéger qu'on fait cela. Ce qui est assez. Donc, déjà, ça passe mieux. Et en plus, il y a eu des études qui, notamment aux États-Unis, en Angleterre, où ils ont beaucoup plus de recul là-dessus et qui montrent qu'en fait, les effets dissuasifs des caméras de surveillance sont faibles. Ça ne protège pas contre le terrorisme. Ça ne réduit pas non plus la délinquance. Enfin, c'est en tout cas beaucoup plus compliqué. Mais les rapports qui avaient été mis en avant en 2009 n'étaient pas représentatifs. Les chercheurs ont fait des études et ont montré que non, pas du tout. Et Mais par le contre, seul cas où... ça rapporte des sous au niveau des PV, quoi. Par contre. Alors, sous PV, je sais pas trop. Par contre, il y a des histoires Je peux te le effectivement dire. En tout cas, chez moi, c'est le histoires cas. d'argent. Je sais pas, ça je ne sais pas. Mais effectivement, il y a des contrats, c'est-à-dire qu'on a des contrats, ça coûte de l'argent, et finalement, c'est mettre beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Je vais vous faire une petite blague que V6 fait parfois. J'ai plus trop la référence, par contre, d'où ça vient. À propos de la vidéosurveillance. Donc c'est une personne qui a un jardin, il y a son voisin à côté qui a un jardin, et un jour son voisin installe plein de caméras de surveillance. Alors il demande à son voisin, pourquoi tu installes des caméras de surveillance? Et son voisin lui répond, c'est pour me protéger des crocodiles. Et du coup il lui répond, mais il n'y a pas de crocodile. Et il lui répond, tu vois, ça marche. Donc les dispositifs de surveillance, c'est un petit peu cette idée-là, finalement, de protéger de quoi? Ça protège pas. Ça protège pas, ça va pas, une caméra de surveillance va pas empêcher, c'est triste à dire, un acte terroriste, etc. Mais c'est vendu comme le terme vidéoprotection, en tout cas pour ce qui concerne l'espace public. Et voilà, changer un terme par un autre. Donc c'était en 2008, je crois. Voilà, d'où l'usage vidéoprotection maintenant à la place de vidéosurveillance dans l'espace public, en tout cas. Oui, c'est un peu du nudge, en fait, non, finalement? Est-ce qu'on peut considérer ça comme du nudge? Je sais pas si vous savez ce que c'est nudge, mais je pense que toi oui, mais peut-être qu'il Je faudrait vois ce que l'expliquer. c'est, mais Alors le nudge, en fait, c'est utilisé entre guillemets la psycho, notamment la psycho cognitive, pour orienter les gens vers ce vers quoi tu veux les orienter. Par exemple, un des premiers trucs de nudge qui a été fait, c'était de mettre une mouche dans les urinoirs pour hommes, dans certains lieux publics, pour qu'en fait, en pissant, en fait, ils visent donc la mouche et qu'ils n'en mettent pas partout. Et ils ont réduit leur coût de nettoyage de 70% avec ça, en fait. Donc c'était quand même pas mal. Mais voilà. alors là, c'est plus en fait, les nudges, donc c'est plus dans l'économie comportementale. Il s'agit vraiment, en fait, c'est des petites pichenettes poussées un tout petit peu un individu
via des dispositifs comme ceux que tu viens de présenter pour, c'est le plus connu, la mouche, pour orienter le comportement d'un individu. Alors là, sur l'exemple cité pour vidéoprotection, etc., surveillance, c'est pas tout à fait la même chose. Là, il s'agit vraiment, là, on est plus à travailler sur l'opinion publique pour que, j'ai envie de dire, la pilule passe mieux et que, notamment, certains contre-arguments, le contre-argument est simple, hein, surveillance, ça pose des questions très précises sur les libertés, sur qu'est-ce qu'on va faire des données, etc. Enfin, les questions sont très précises. Le simple fait d'enlever le mot surveillance, ça change rien au dispositif, mais ça peut créer de la confusion et ça donne une valeur un peu plus positive à quelque chose qui aurait pu être décrié. Pas vraiment du nudge, mais il s'agit en tout cas plutôt d'essayer d'orienter l'opinion ou même d'orienter dans le débat politique, etc. Et du coup, est-ce que tu te sens d'enchaîner avec les Spin Doctors? Pour ta voix, je parle. Oui, si tu veux. Oui, tant que j'ai toujours ma voix, ça va un petit peu mieux. Là, je me suis mis debout, en fait. C'est quand je suis assis que je perds ma voix, en fait. La prochaine fois, les prochains lives, vous me signalerez, il faut que je me lève. Alors, les Spin Doctors, qu'est-ce que c'est? T'es toujours dans la nuit debout, toi, en fait. Non, mais je plaisante pas. Ma voix est cassée quand je suis assis, mais bon, ça n'a aucune importance. Spin Doctor. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des stratèges qui influencent d'influenceurs publics, enfin de l'opinion publique pour aller très très vite. Le terme Spin Doctor, c'est dans les années 80, mais cette idée-là, on la retrouve déjà avec Edouard Bernays, pour ceux qui connaissent. Qui parlait notamment de conseiller en relations publiques. Parce que notre ami Bernays, ami ironique, considérait que parler de propagande, de propagandiste, ça avait une connotation négative pour le coup, et donc il valait mieux parler de conseiller en relations publiques. Petite parenthèse, d'ailleurs, le mot propagande, ça c'est intéressant aussi, les mots qu'on utilise et qu'on n'utilise plus. Le mot propagande aujourd'hui, vous n'allez pas le retrouver ou très peu. Quoique ça dépend parfois dans certains champs politiques, mais mot propagande n'est pas utilisé, on va parler de ce que je viens de dire, conseiller en relations publiques, de communicants, etc. Enfin bref. Et donc qu'est-ce qu'ils font, les spin doctors? Eh bien, ils essayent, c'est généralement via des agences spécialisées, ils vont par exemple écrire des mots-clés, essayer de modifier l'opinion publique via différents outils, par l'image, par de la mise en scène et notamment aussi par le vocabulaire, par les mots qui sont employés, etc. Ils peuvent intervenir pour un peu comme des donneurs d'images, pour essayer de valoriser un candidat en lui écrivant, en participant à son storytelling, en mettant en avant des slogans, ce qu'on appelle le marketing politique, etc. Ils peuvent aussi intervenir en cas de crise et parfois aussi c'est d'influencer lorsqu'il y a des choses, je sais pas, des décisions politiques importantes, etc. Ou des événements comme préparer une guerre, amener l'opinion à accepter l'entrée en guerre, ce genre de choses. Et donc ils vont effectivement jouer sur les mots qui vont être employés puisque les mots vont être déterminants. La manière dont je vais vous vendre, j'utilise le mot vendre une guerre, puisque c'est ça littéralement, la manière dont je vais vous vendre une guerre, ça va se faire notamment par les mots que je vais employer, par des mots aussi que je vais taire. Je peux citer quelques exemples, puisqu'on parle de guerre. La première guerre du Golfe, puisque c'est la guerre du Golfe 1991, voilà. 91. Il y avait eu tout un contrôle de la communication. C'était très, très différent par la suite, mais qui a été condamné à l'époque. Et il y avait. Tu veux dire la communication en France? Ou, Alors en fait, c'est. Non, alors précise du coup. Déjà les journalistes français, les journalistes européens, ils étaient un petit peu embêtés parce qu'ils étaient des images qu'on leur donnait, les Américains, etc. Et c'était très dur pour eux de se déplacer sur zone et de faire leur travail de journaliste en fait. Donc du coup, il y avait vraiment un contrôle des images qui pouvaient être diffusées, qui ne pouvaient pas être diffusées, etc. Et il y avait surtout un martèlement de certaines expressions qui devaient mettre en avant l'idée que cette guerre, finalement, elle était propre, elle était très précise. Vous connaissez les exemples les plus connus, frappe chirurgicale, par exemple,
etc. Oui, Dommage et collatéral. c'est resté du coup ces termes-là, après, on les utilise toujours aujourd'hui. Oui, bah, ce sont à la fois des termes techniques, frappe chirurgicale, on est encore dans le domaine du médical, on parlait de cancer tout à l'heure, mais médical, c'est-à-dire c'est chirurgical, donc c'est très précis, C'est pour soigner aussi, du et coup. c'est pour... Oui, exactement, voilà. Donc il y a tout plein de choses qui sont véhiculées en fait avec ça. Il y a les images aussi, alors bon, évidemment, c'est pas le sujet, mais lorsque vous montrez les choses de loin, des bombardements de loin, etc., bah, il y a cette distance qui se fait et on se dit, bah ouais, bah en fait, c'est pas si horrible que ça en fait. C'est vraiment précis. On met la technologie en avant, les nouvelles techniques, etc. Enfin bref. Et on a eu des choses différentes en ce qui concerne après le 11 septembre justement. Et je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup trop. Après le 11 septembre, bah, vous vous rappelez des discours de George Bush, l'axe du mal, désigner Oui, l'axe du mal. si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous, c'est ça? Si je me rappelle bien, c'est Voilà, pas mais là qu'il a dit ça? Hmm. Mais enfin, il y avait tout un langage comme ça, l'axe du mal. Enfin, que voulez-vous dire? T'es dans l'axe du mal ou t'es contre l'axe du mal? Enfin, Oui, voilà. T'as c'est pas de choix en fait. surtout aux États-Unis, il y a voilà, ça ferme un petit peu les portes pour ainsi dire, et surtout, c'est toute une, il y a une sorte de puissance, une exagération métonymique qui fait que bah, voilà, ça te tombe dessus, même si tu trouves ça caricatural et ridicule, même si tu as envie de mettre en avant une critique, une nuance, tout ce que tu veux, mais c'est pas possible. Mais C'est pas c'est ce qu'on possible. appelle en rhétorique le faux dilemme. En fait, c'est quand tu proposes deux solutions, souvent caricaturées, et que tu oublies en fait toutes les nuances qu'il peut y avoir entre les deux solutions, ou voir d'autres solutions qui sont encore au-delà de ces nuances-là. Et c'est exactement ce qu'il avait fait. Ouais. C'est de la rhétorique pure et dure. Est-ce que pour vous, neutraliser quelqu'un, c'est le tuer ou c'est pas le tuer? Ça, c'est toujours une question que je me pose encore aujourd'hui. Tu vois. Pour moi, non, perso. Et pourquoi cette question du coup? Bah, parce qu'en fait, on revient à. On a parlé du terrorisme, de la guerre, etc. Mais on dit le terroriste est neutralisé. Mais quand on neutralise le terroriste, est-ce qu'on le tue? Est-ce qu'on l'arrête? J'ai jamais compris en fait. Ça Alors, m'a toujours mis le doute. Hein. Ça m'a vraiment pour fait moi, douter. neutraliser, c'est paralyser en fait. C'est empêcher de nuire. Après, je sais pas Mais exactement dans leur langage, concrètement comment ça s'exprime sur le terrain, quoi. J'en sais est-ce que rien. quand tu tues, tu neutralises finalement aussi? Oui, oui, c'est vrai, mais disons que c'est pas une obligation. Mais est-ce que du coup ça l'intègre, est-ce que ça intègre le terme tuer? Je sais pas. Je pense que du coup, faudrait mieux dire tuer si on veut dire tuer, quoi. Mais peut-être que tu veux dire c'est utilisé justement dans un sens comme ça pour pas être aussi violent. Ah, Parce que ça euphémise quand même énormément. a priori, le terrorisme, les terroristes, les gens, ils sont, la plupart des gens en tout cas, n'ont rien contre le fait qu'ils soient tués. A priori, je Oui, mais pense. ça euphémise quand même une réalité qui est une réalité de. Il y a un conflit, il y a des choses musclées qui se passent, etc. Ah oui, d'accord, dans Et, ce la sens-là. police intervient et elle neutralise, si tu veux. Oui, dans le sens où ils sont actifs et qu'ils glandent pas en train de regarder des Game of Thrones, quoi. Et ils neutralisent, ouais, ils font ça bien, tu vois, ils font ça propre. Oui, Ouais, ça on est rejoint encore un dans petit cette peu idée-là, très le technique, côté ouais. chirurgical, quoi. C'est ça que tu veux dire un petit peu. Ouais, ouais. Mais chirurgical, mais en même temps, en laissant, pour moi en tout cas, hein, ça laisse un peu le doute sur ce qu'il advient vraiment, en fait. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est très diffus, finalement. Ouais, ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Je m'étais jamais vraiment posé la question. Forcément, je sais pas, je suis pas passionné de mots et de langue comme toi, donc je pense que toi tu t'en poses beaucoup plus que moi. Ah, bah, toute la journée. Hein. Ouais, j'imagine. Euh, Est-ce que tu avais des choses du coup à rajouter sur le côté plus rhétorique, du coup monté, la manière Non, dont non, on peut utiliser il faut certains juste mots, effectivement. le poids des mots, Enfin, etc. la communication, c'est de la rhétorique. Je pense qu'on peut le définir strictement comme ça. La communication, c'est comment tu fais passer quelque chose pour autre chose tout en ne t'éloignant pas trop, histoire que tu puisses en fait ratisser le plus large possible, quoi. En gros, quand un homme politique parle,
et qui va notamment parler de sujets. Enfin, il doit quand même vendre des idées, mais en même temps, il doit ratisser le plus large possible. Il va forcément utiliser tout un set d'outils rhétoriques pour essayer de convaincre ou ne pas froisser son cœur de cible. Donc ça, t'as plein de façons de faire. J'avais fait une série sur les figures rhétoriques Oui, tout à fait. la, On peut pendant la renvoyer vers elle. présidentielle. Ouais, c'était vachement bien. Et t'as plein de choses. Hein. T'en as qui sont très connus. T'as par exemple l'anaphore, dont on sait que l'anaphore, ça donne un sentiment de répétition, d'accumulation, mais en même temps, ça ennuie beaucoup ceux qui ne sont pas sensibles à comment dire, aux idées de la personne qui l'emploie, mais par contre, ça renforce beaucoup, ça galvanise un peu les troupes, quoi. Ça renforce un peu les positions, voilà, le cœur militant, ouais, l'amplification, voilà. l'exagération. Bon, bah, écoutez Dupont-Aignan, hein, vous savez ce que c'est très rapidement. Il y a tout un tas de choses qui font, voilà, qu'on va utiliser effectivement des mots pour en désigner d'autres. On va utiliser des comparaisons qui sont un peu hasardeuses. Là, j'étais en train de finir mon script sur l'Académie française, et par exemple, la réforme de l'orthographe est comparée à la guerre au Kosovo, par exemple. Très clairement, ça donne une dimension beaucoup plus dramatique à la chose qu'elle ne l'est réellement. Ah oui, quand même, c'est assez fort là. Et au procès de Maurice Papon aussi. C'est qui avait comparé ah, putain. C'est qui a comparé Maurice ça? Druon. D'accord. Maurice Druon, qui était l'ancien secrétaire perpétuel à l'Académie française. Ah bah, C'était... Effectivement, il y a ça, et donc on va préférer utiliser certains mots plutôt que d'autres. Après, c'est toujours dans cette idée, il y a toujours un peu cette idée au fond de travestir un peu la réalité, euphémiser, c'est-à-dire rendre moins violent, rendre moins impactant des choses, ou au contraire amplifier, c'est-à-dire le contraire, leur faire prendre beaucoup plus de place. Et finalement, en fait, c'est, imaginez-vous, vous avez une balance, normalement, vous avez deux arguments à montrer. Il y a deux arguments dans le débat public. D'un côté de la balance, vous avez le camp A, d'un côté, vous avez le camp B. Effectivement, vaut mieux amplifier les caractéristiques d'un truc et euphémiser ses défauts pour que la balance, elle penche d'un côté ou de l'autre. C'est le but, en fait. C'est tout à fait le but. Mais après, c'est pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est pas vraiment c'est de la manipulation en tant que telle, mais c'est ce qu'on fait de toute façon tous les jours. En fait, on s'en rend pas compte, mais ce que font les politiques lorsqu'ils le font, on parlait de la politique, ou les publicitaires, les communicants, c'est à un niveau, bien évidemment, supérieur à ce qu'on fait au quotidien, mais c'est des choses qu'on fait aussi au quotidien, en fait. Tu veux dire quand on débat avec des gens, quand on échange sur des sujets plus ou moins controversés? Bien sûr, parce qu'on essaye en permanence de convaincre, de transmettre des émotions, d'incarner un peu ce qu'on raconte, ce qu'on explique, ce qui nous passionne, ou au contraire ce qui nous dégoûte, etc. On le fait au quotidien aussi. Justement, je pense même d'ailleurs, il faudrait complètement prendre conscience pour qu'on puisse justement déceler le côté manipulateur que ça peut avoir dans d'autres domaines, en fait. On s'en rend pas forcément compte, hein. Tu veux dire dans les repas de famille, par exemple, hein, je pense que... Ah oui. Là, il y a quoi faire. Tout à fait. Très bon exemple. Et puis pas que sur des sujets politiques, mais bon, surtout politiques, mais pas uniquement, quoi. Les sujets controversés, il y en a plein. Hein. Et c'est vrai que dans les repas de famille, c'est assez représentatif. On a toujours le petit tonton un petit peu facho qui va sortir des phrases qui font un petit peu grincer des dents, on va dire. Et c'est du coup difficile de ne rien dire, et quand on réagit, forcément on va essayer de convaincre la personne qu'elle dit n'importe quoi, l'autre personne va commencer à être agressive. Ça aussi c'est une technique rhétorique finalement, l'agressivité pour rabaisser l'autre, etc. Ouais, non, c'est tout à fait un réflexe et c'est différent du politique. C'est différent du politique, c'est pas forcément les mêmes choses qui sont utilisées. Un réflexe qu'il faut avoir en fait dans ce cas-là, et ça c'est quelque chose qui est assez contre-intuitif, c'est de ne pas répondre par d'autres arguments, c'est directement dénoncer le procédé, en fait. C'est dénoncer le procédé rhétorique. C'est ça qu'il faut faire. Par exemple, tu penses que ça marche? Ça marche peut-être auprès des autres, mais auprès de la personne directement, ça va être ressenti comme une agression. Bien sûr, mais en fait, c'est...
c'est très con, mais quand tu utilises la rhétorique, t'essayes aussi. Enfin, t'essayes aussi de. Tu passes à côté. T'essayes justement de minimiser la part de fond pour augmenter la part de forme. Or, c'est ce qu'il faut dénoncer directement lorsqu'on est en face. Parce que c'est un procédé qui peut être perçu comme étant malhonnête. Un cas que j'ai trouvé très intéressant, c'est pendant le grand débatton là, chez Acropolis. Usul a parlé donc il y avait de Normandie qui était là, je sais plus si c'est un ministre ou un secrétaire d'État. Et Usul a commencé à parler de pantouflage et il a directement joué l'outré en disant c'est pas normal, etc. Et Usul a directement dénoncé le procédé en fait. Mais non, mais ne jouez pas l'outré, juste répondez sur le fond, c'est une question simple, etc. Et lui s'est entêté à rester dans la posture du mec outré. Et très clairement, les gens l'ont perçu directement, parce qu'en fait, une fois qu'on le voit, une fois qu'on voit Une le fois que procédé rhétorique, tu as pointé du doigt, ouais, du coup ça apparaît à tout le monde, je vois. Ouais. c'est hyper en valeur, quoi. Hyper fatalement en valeur. Et aussi sur les choses à essayer de mettre en place, lorsqu'on est face justement à cet usage-là, on a donné plein d'exemples sur des mots, des expressions qui sont creux, et inviter la personne en face à préciser surtout quand elle utilise un mot, ou lorsqu'elle va utiliser un mot pour avoir un peu d'impact dans sa phrase, et ensuite continuer, et cetera. Revenir sur ce mot, l'amener à préciser pour savoir effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière, si la personne va vraiment essayer d'expliquer ce qu'il y a derrière, le définir, et cetera. Surtout les mots qui paraissent, comme les exemples qu'on a cités précédemment, parler à tout le monde, être un peu évident, et cetera. Ça, faut surtout pas hésiter à le faire, surtout si ce sont des mots qui ont une puissance émotionnelle très forte. Là, pour le coup, il faut essayer de creuser un petit peu et de ramener son interlocuteur à préciser. Sinon, dans ces cas-là, ouais, on reste, comme disait Monté, dans la pure forme. On va pas dans le fond. Et l'autre moyen de dénoncer aussi, c'est une rhétorique persuasive sans fond, ou malhonnête en tout cas, c'est de revenir sur le fond en essayant de préciser la forme, ou d'amener son interlocuteur à préciser ce qu'il veut dire par là. Alors parfois on peut être surpris, hein, parfois il y a des choses intéressantes qu'il peut y avoir derrière, mais voilà, toujours être dans un petit côté un peu socratique, voilà, de poser des questions un peu naïves. La naïveté des questions est souvent beaucoup plus forte. Ah bah tiens, t'as dit ceci, qu'est-ce que t'entends par là? Parce que voilà, c'est des petites choses à faire, et ça peut ramener vers du fond, ou du moins ça peut éviter tous ces mots qui veulent tout rien dire, ou qui jouent que sur l'aspect purement formel. Moi, s'il y a un truc que je trouve très intéressant aussi, c'est par exemple quand il y a un débat politique, c'est pas forcément le débat lui-même, souvent ils sont pas très intéressants d'ailleurs, d'un point de vue du fond, hein. Mais c'est en fait comment ils vont être analysés comment ils vont être rapportés par les journalistes après. Ils vont revenir justement sur les éléments de fond en général, donc ils vont pointer les éléments de fond qui ont été soulevés, les erreurs factuelles, les trucs comme ça, c'est des choses c'est le travail des journalistes. Mais ce qu'ils oublient de faire, à mon sens, c'est justement de dénoncer les procédés rhétoriques, les moments en fait où il n'y a pas de fond. Il y a beaucoup de moments où il y a des échanges où c'est que de la forme en fait, c'est creux. Et ça, les journalistes ne le font pas. Alors je sais pas s'ils ont eu, entre guillemets, la formation dans leur... C'est des vecteurs de normes, hein, ils ont la tête dans le guidon. Ouais, c'est possible que ce soit à cause de ça. Mais, mais pourtant, ce serait tellement pertinent en fait de rapporter ces moments-là. Et il ferait du coup plus attention, je pense, les politiques, de moins utiliser la forme pour se consacrer justement au fond quand tu pointes du doigt le fait qu'ils disent rien pendant des minutes et des minutes, quoi. C'est surtout que malheureusement, les débats politiques qui nous sont présentés, on va rester que sur la télé, hein, pour le coup, Ouais. malheureusement, sont très souvent orientés aussi vers des logiques d'audimat, d'attention, les petites phrases, etc. Là, il y a le problème du spectacle, hein, finalement. Et cette idée aussi que si on va trop dans le fond, ça va durer trop longtemps. Certains se disent ça va être chiant, etc. Donc là, on retombe finalement sur un gros problème qu'il y a aujourd'hui de la manière dont on présente le débat politique, qui ressemble parfois, enfin on tombe dans le spectacle, et c'est dommageable
Ah justement, oui, oui, c'est un gros lorsqu'il problème. s'agit de faire passer des Parce lois. que ce que je disais, c'était essentiellement, je me basais sur ce qui se fait à l'écrit en général, les résumés des échanges, etc. Mais ça pourrait très bien se faire en émission de télé, quoi. Ce que je dis, de revenir sur le débat et de dénoncer les petites manipulations, quoi. Voilà, les procédés rhétoriques qui sont fallacieux ou qui sont vides de sens. Et ça, ce serait hyper pertinent, ça formerait le citoyen et ça, du coup, ça engagerait les politiques à être un petit peu plus sérieux dans leur débat, quoi. Enfin bon, ça c'est mon avis. Après, les, je pense que à la télé c'est compliqué à mettre en place parce que voilà, on sait très bien qu'il y a une sorte d'accointance, mais après à l'écrit ce serait beaucoup plus faisable parce qu'ils sont quand même beaucoup Bah, plus critiques les journalistes papier, quoi. ouais, mais le souci après sur la question, est-ce que ça permettrait aux politiques peut-être de revoir leur communication et cetera? Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, dans la communication politique, c'est une sorte de guerre de territoire, c'est occuper le plus de terrain, de bruit médiatique. Et ça passe par des petites phrases, par des trucs clash, voire du bad buzz. Surtout avec les réseaux sociaux. On parle parfois, d'UBM, d'unité de bruit médiatique pour mesurer, la personne qui va, être, je sais pas, la plus représentée dans les médias, sur les réseaux sociaux et cetera. Et malheureusement, dans la communication politique, c'est parfois ce qui est recherché davantage que le fond ou la forme, c'est faire du bruit et ça pose C'est pas problème. bien de parler de Nicolas Dupont-Aignan de la sorte. J'ai pas pris Mais d'exemple, là, en fait, ça me fait penser du coup aussi à la publicité qui, bah, il y a beaucoup de gens qui vont penser que la publicité ça marche pas parce qu'ils font pas attention, ils écoutent pas trop, parce que ils savent que c'est de la pub pour vendre, que du coup ça va pas marcher. Mais en fait, la publicité cherche pas forcément à convaincre directement. Ils vont chercher à créer une sorte d'accoutumance, une sorte de proximité en fait. Et le fait d'être hyper présent dans les médias, c'est un peu la même idée en fait, j'ai l'impression. C'est ça que tu veux alors dire? ouais, la publicité cherche pas à convaincre. Elle cherche pas, on n'est pas du tout dans Ouais, une voilà, voilà. argumentation rationnelle. On ne vante pas des qualités objectives d'un produit. Ce serait formidable si c'était ça, hein. Moi, j'aurais rien contre la publicité si c'était ça, hein. Mais c'est pas le cas. En fait, ce qui est souvent visé, pas que, hein, mais c'est la mémoire. Le fait que lorsque je vais faire, je sais pas, mes courses dans un supermarché, j'aurai, pour X raisons, lorsque je serai face à différents produits de plusieurs marques, ah bah tiens, cette marque-là, voilà, je vais aller plutôt vers elle parce qu'elle m'est familière, parce qu'elle me dit certaines choses, etc. Et est-ce qu'on peut faire une passerelle dans le domaine politique? Euh, Bah, c'était surtout sur la présence dans les esprits, quoi, en fait. Le fait d'être présent et d'avoir une proximité dans les esprits, alors oui, oui et voilà. non. Alors, enfin, c'est très compliqué en fait. Dans la communication politique, il y a différentes dimensions. Alors, je parlais effectivement occuper le territoire, bruit médiatique, mais ça se fait aussi parfois par le silence. Ça se fait aussi parfois par la non-intervention. Ça se fait aussi parfois par le fait que quelqu'un va séquencer des apparitions, puis tout d'un coup, on va plus entendre parler de lui. Puis ensuite va revenir, puis ne va plus du tout, etc. Bon, je vais pas citer d'exemple, j'en ai un en tête très précis, mais il y a quelqu'un qui a fait ça récemment. Tout le monde en parle et qu'on voit très peu, contrairement à ce que cette personne-là faisait avant, et ça marche très bien. Donc, c'est très compliqué en fait, parce qu'en fait, l'absence peut mettre en présence. Ça peut paraître paradoxal ce que je dis, mais lorsque quelqu'un était présent, n'est plus là, raréfie la manière dont elle va intervenir, ça peut, lorsque c'est bien dosé, lorsque c'est réfléchi, lorsque c'est vraiment pensé en termes de communication, etc., ça peut être très efficace, bien plus que d'occuper le terrain tout le temps. Évidemment, on occupe le terrain, mais par cette absence, par ce vide que tout le monde voit. D'accord, ouais, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire, mais du coup, c'est quand même plus technique. Là, il faut vraiment ressortir au bon C'est des moment. stratégies. Ouais, c'est vraiment une Il y a des stratégie. stratégies. Il n'y a pas de recette magique. Ouais, ouais. Et c'est la stratégie qu'avait fait le Front National pendant la campagne de 2017, où ils avaient accumulé du temps de parole. Ils avaient toute une période où ils apparaissaient pas, et après ils ont bombardé sur toute une autre période en fait. Et, justement, l'organisme qui s'occupe du temps de parole, je sais pas, je pense que c'est ça d'ailleurs, euh, avait, euh, avait, euh, avait très vite vu le procédé en fait. Et du coup, ça posait des questions, etc. Ouais, quand que je parlais du Panthéon, juste avant, je faisais référence à quelque chose
est très fort, c'est que Dupont-Aignan, quand même, à chaque fois qu'il passe dans un média, il y a des articles de presse dessus, alors que, électoralement parlant, il pèse pas grand-chose, Dupont-Aignan. Son parti non plus, d'ailleurs. Même je pense que la plupart des gens ne savent même pas comment s'appelle son parti. Mais le fait est que il y a eu le coup, il a été sur le journal de TF1 il y a été littéralement juste pour pouvoir partir en plein milieu. Il avait refait le même procédé à C'est à vous, Tu à une faisais autre référence à émission. Notre-Dame? Euh, Notre-Dame. Non, Il t'a- il- ouais, Non, alors j'ai oui, cru que c'était alors sur... il y a eu ça, il y a eu ça, mais enfin C'est à vous, il était parti parce qu'il a dit oui, les journalistes, vous m'invitez jamais, oh là là, je suis banni par les journalistes et machin. Et après, il a dit de toute façon, votre journaliste là, machin, il est vendu au pouvoir, machin. Ils se sont embrouillés et du coup, il est parti. Et globalement, du coup, tout le monde en a parlé. Les journalistes sont montés au créneau pour dire c'est un scandale, il faut défendre notre collègue, etc. Et en fait, ce gars qui n'est ni venu pour parler strictement d'aucune idée, est venu, n'a répondu à strictement aucune question. Bah finalement, on en a parlé énormément, quoi. Et électoralement parlant, ça s'est traduit par les intentions de vote qui étaient beaucoup plus hautes. Donc c'est une stratégie qui paye. C'est terrible, hein. Ouais, ouais, quand c'est bien ficelé, ouais, c'est vrai. Alors pour en revenir un peu plus au sujet, parce que là du coup on s'est un peu écarté, mais c'était quand même intéressant. Euh, Ça restait dans la continuité tout de même. Il y a moi un truc qui me parle par rapport aux choses auxquelles je m'intéresse et aussi bah, par mon petit niveau de non-connaisseur de tous ces sujets-là. C'est l'utilisation du terme expert dans les médias. Ça, c'est un truc, ça me fascine parce que ils te présentent des experts. Alors en général, c'est toujours les mêmes. Et souvent, quand tu vérifies, c'est pas forcément des experts au sens où tu l'entendais au moment où ils te l'ont présenté, en fait. C'est souvent des gens qui sont de milieux proches, ou des fois pas du tout, mais... Alors, j'ai une anecdote que certainement vous connaissez, vous, mais peut-être pas que les gens connaissent. C'est Ben, Nota Bene, qui me l'avait raconté. Il avait été contacté pour une émission de télé que je ne citerai pas, euh, en tant qu'expert de la mythologie. Parce qu'à l'époque, il faisait des vidéos de mythologie, maintenant il n'en fait plus, hein, il me semble. Mais au tout début, il faisait pas mal de vidéos autour de la mythologie grecque, etc. Et du coup, voilà, on l'avait invité pour parler de mythologie dans une émission de télévision. Et il avait dit, mais je ne suis pas du tout expert en mythologie, je sais pas du tout mon métier, je suis juste passionné, ça me plaît, mais voilà, je suis pas expert. Ah non, mais vous inquiétez pas, on vous présentera comme tel. Ça, c'est quand même hallucinant. Oui, bah, c'est l'argument d'autorité. En fait, très souvent, enfin très souvent, entre guillemets, hein, puisque j'ai pas d'instrument de mesure, mais ça arrive en tout cas que lorsqu'on va inviter des gens pour parler d'un sujet, on va pas forcément aller prendre le spécialiste, le docteur en machin chose, etc. Donc celui qui, pour le coup, a eu un cursus, a eu objectivement des écrits, des études, etc. Donc il a un bagage, donc on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas son sujet. Ça ne va pas forcément les intéresser, ils vont surtout chercher des gens qui dont ils pensent qu'ils vont pouvoir s'exprimer face à enfin, sur un plateau télé, par exemple. C'est surtout ça qu'ils recherchent. Et donc après, ils vont coller l'étiquette expert, qui généralement cache le fait que bon bah c'est pas quelqu'un qui est forcément spécialisé dedans. Lorsque tu as un docteur en ceci ou en cela, c'est précisé et on le voit d'ailleurs. Lorsque tu as marqué expert, bah, ça veut pas dire grand-chose. C'est un argument d'autorité. Et il y a plein de mots comme ça qui semblent donner une sorte de légitimité à la présence de l'individu pour discuter d'un sujet ou d'un autre, et en fait pas du tout. En dehors de la télé, par exemple, si je me présente comme un psychothérapeute, voilà, je suis un psychothérapeute et je vais vous parler, je sais pas, d'un sujet en psychologie. Et là, on va se dire, oui, mais le psychothérapeute et tout, on va vérifier. Ah ouais, mais j'ai même mon cabinet, hein, psychothérapeute, etc. Psychothérapeute GUL, voilà. Oui, mais non, enfin,
C'est pareil, ça aussi, psychothérapeute que psychothérapeute. Bon, Ça veut rien dire, il n'y a, pas de rien diplôme. derrière. Il n'y a pas de diplôme, voilà, faut préciser. Voilà. Ça veut rien dire. En Mm. tout cas, ça veut rien dire en termes de la personne a un cursus, des diplômes reconnus. Elle peut en avoir, hein. Elle peut en avoir, bien sûr, mais voilà, ça peut être du vide derrière, tout aussi bien, effectivement. Mais là, justement, il y a psycho devant qui rappelle la psychologie, la psychiatrie, etc. Thérapeute. Alors, thérapeute aussi, ça, c'est un mot. Bon, c'est quelqu'un qui va soigner. Donc, un thérapeute, c'est forcément quelqu'un qui a une formation ou qui a une expertise, on va dire, dans le domaine. Et du coup, bah voilà. Donc, on va inviter des experts, on va inviter Oui, psychothérapeute, j'en sais pas. Ils Mais sont voilà. tous neuro quelque chose aussi. Ah ouais, le neuro, c'est vrai, on en avait parlé aussi un petit peu la dernière fois. C'était très utilisé, mais en fait, c'est les termes, hein, c'est ce que je disais plus ou moins tout à l'heure. Je crois que c'est Henri Brock qui appelait ça comme ça, hein. C'est l'effet impact. Voilà, tu utilises un mot, tu sais que ce mot va avoir un impact, même si derrière, en fait, il n'y a rien, quoi. Mais au moins, ça va impacter le spectateur et voilà, ça va fonctionner, point barre. Il n'y a rien ou ça veut rien dire. Juste avant le live, pour rappeler ce qu'on disait en coulisses, Oui. on donnait quelques exemples comme lorsque vous baladez dans une librairie ou même des produits, n'importe quoi, et vous voyez vu à la télé. Vu à la télé. Oui, Ouais, et c'est de la qualité. Ouais. Ça veut rien dire. Il y a un argument d'autorité derrière. Ça donne l'impression que si c'est vu à la télé, c'est que c'est légitimé. C'est On comme en on revient parle, sur ces experts. c'est l'appel à C'est, la popularité là par contre. Ouais, mais à partir du moment où la télé ou à la télé, on va te mettre l'étiquette expert, c'est t'as été adoubé. T'as été adoubé. Je crois que c'est un peu cette même logique qu'il y a aussi dans vu à la télé. C'est passé à la télé, donc ça a été adoubé. Il y a une forme de légitimation. Argument d'autorité, c'est légitime. Si c'était un charlatan, bah, ça passerait pas à la télé, par exemple. Bon, alors aujourd'hui, c'est vrai que ça tient plus trop maintenant, puisque je crois que on est enfin, je crois, enfin, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a quand même plus un aspect plus critique de la part des gens sur ces mots, experts, etc. Enfin, je pense. Mais voilà, mais je pense qu'il y a ça, il y a cet adoubement en fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Du coup, je pense qu'on va passer aux questions, sauf si vous avez d'autres choses à dire avant. Non, c'est bon. Est-ce que du coup il y a des gens qui ont des questions? Parce que là j'ai rien vu de spécial passer comme question. Donc il est temps d'écrire avec vos petits doigts si vous voulez. Il y a aussi d'autres mots qu'on avait notés mais qu'on n'a pas utilisé, mais après, dont on n'a pas parlé, mais bon, ça va rejoindre un petit peu, par exemple égalité, ça va rejoindre un peu ce qu'on disait sur la liberté. Donc c'est peut-être pas la peine de revenir là-dessus. Donc j'attends de voir s'il y a quelques questions. Oui, en fait, pour revenir à ce qu'on disait juste avant le live, le terme, en fait, sur quoi c'était parti? Attends, je regarde mes notes. C'était, ah oui, le terme testé scientifiquement, voilà. C'était sur ça qu'après on est parti sur aussi ce que tu disais, Gull. Tester scientifiquement, c'est pareil, hein. Ça veut pas dire grand-chose. On a beaucoup de pubs où on voit des produits de beauté ou des crèmes pour réduire les rides qui ont été testées scientifiquement. Mais ça ne vous dit pas si ça a été validé, si l'efficacité elle a été validée scientifiquement. En fait, c'est pas parce qu'on a fait des tests que ça veut dire que ça marche. Donc voilà, c'est des jeux sur les mots comme ça qui sont très manipulateurs. Et il y avait aussi, je me souviens, j'avais vu un reportage à l'époque où je regardais la télé, sur l'Occitane. Alors, c'est dans ma région en plus, c'est pas très loin. Donc l'Occitane, c'est des produits, on va dire voilà, c'est du savon, c'est des shampoings, des trucs un petit peu haut de gamme quand même. Et ils avaient sorti un lait d'amande douce bio. Ils avaient marqué bio en gros. Sauf qu'en fait, c'était l'amande douce qui était bio. Mais l'ensemble du produit n'était pas bio, il n'y avait pas le label d'ailleurs. Il y avait juste marqué bio parce que c'était lait d'amande bio, c'était l'amande qui était bio. Ils avaient marqué le bio, voilà, en effet impact quoi, énorme. Le bio faisait le tiers de la bouteille en fait. Voilà, pour vendre sur le côté bio, parce qu'ils savent que le bio c'est le marketing, au niveau marketing ça marche, hein, ça se vend, c'est un public ciblé. Et donc du coup,
ça leur permettait de jouer avec un petit jeu de mots comme ça, de jouer sur l'appellation sans avoir le label, parce que tout le reste en fait n'était pas bio. Donc voilà, il y a C'est des comme petits le trucs comme ça. bioplastique. Le Euh, bioplastique, ça peut désigner soit un plastique qui a été créé à partir de matières Organique. biologiques ou organiques. Cela peut désigner du plastique biodégradable, ou cela peut désigner en gros du plastique à bilan carbone zéro, mais absolument pas recyclable, ni même biodégradable, etc. En fait, ça désigne un peu tout ce que tu veux que ça désigne, en fait. Et c'est globalement... Enfin, c'est du greenwashing. C'est vraiment... dans le greenwashing, on rend quelque chose d'écologique parce que ça fait vendre. Parce que c'est plus sexy, ouais. Enfin, fabriqué en France aussi. Où là c'est confus. Fabriqué en France, origine France, c'est pas la même chose. C'est fabriqué en France, mais pour la viande par exemple, elle vient d'où, etc. Est-ce que c'est la transformation qui s'est faite en France? Enfin bref. Et voilà, ça c'est un autre exemple. Il y a quelqu'un qui citait aussi, puisque je regarde sur le Discord, élu produit de l'année. Oui, exact. Ce J'allais sont le dire. voilà, les petites pastilles que vous avez. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir. J'ai oublié le nom, mais méfiez-vous beaucoup des étiquettes de ce type, dont la plupart sont bullshit. Sur les questions de pêche responsable, ce genre de choses, ils jouent beaucoup, 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 beaucoup sur les mots, sur les appellations. Et alors, il y a des très bonnes étiquettes hein, qui sont des étiquettes qui viennent d'instituts scientifiques, etc. Enfin, je pense par rapport. Alors, j'ai oublié le nom, malheureusement, parce que justement, cette étiquette, elle est pas du tout connue. Et du coup, j'ai complètement oublié le nom, mais c'est une étiquette en fait qui donne une valeur au type d'agriculture qui a permis de produire le produit. Donc c'est la valeur écologique en fait. Il y a un classement, ils établissent un classement selon la valeur écologique du produit. Et s'ils arrivent à dépasser une certaine valeur écologique, ils ont droit à avoir ce label-là en fait. Donc ça c'est un truc qui a été établi scientifiquement. Je connais une des filles qui a travaillé sur ce label et tout. Donc c'est vraiment un vrai label qui a du sens. Mais voilà, c'est pas un label marketing, donc il n'est pas connu du grand public. Même moi-même je le connaissais pas avant qu'elle m'en parle. Alors que je m'intéresse quand même à ces sujets quoi. C'est malheureux quoi, parce que les scientifiques ne sont pas des marketeurs, donc du coup ils savent pas vendre leur truc quoi. Voilà, voilà. Est-ce que bon, du coup est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas vu hein, des questions finalement. Je pense que ça veut dire qu'on a bien travaillé, qu'on a bien fait le tour des choses. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on conclue? Non. Pas moi en tout cas. Bulle, je sais pas si... Comme on disait tout à l'heure, hein, on peut rester sur plein de mots encore, mais je pense que là, on a fait le tour de certains exemples. Donc non, j'ai rien à rajouter, votre honneur. Merci, merci pour l'honneur. Écoutez, alors merci beaucoup d'être venu, c'est vachement intéressant. J'espère vous retrouver dans un autre live une autre fois. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. Oh. Salut!